La présidente du Front National, Marine Le Pen, est l'invitée de Preuve par Trois. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous après les élections départementales qui traduisent un bouleversement politique avec la forte progression du FN selon le constat dressé entre autres par Manuel Valls. Ça vous fait au moins un point commun, un point d'accord avec le Premier ministre. Preuve par Trois, en association bien sûr, comme chaque semaine avec l'agence France Presse, représentée ce soir par Guillaume Dodin, avec Dailymotion également et bien sûr avec Perrine Tarnot de Public Sénat. Au surlendemain de son échec électoral, Manuel Valls est resté à Paris ce mardi face aux députés plutôt que d'aller à Berlin où s'est rendu François Hollande. Pour un conseil des ministres franco-allemand, le chef de l'État a confirmé le cap des réformes. Il sera maintenu. Et le Premier ministre, donc devant l'Assemblée nationale, Marine Le Pen, a été très clair. Pas de changement de politique, mais son amplification en faveur de l'investissement des entreprises. Pas de remaniement, pas de démission. Qu'avez-vous envie de souhaiter au Premier ministre, un an pile après son arrivée à Matignon? Alors d'abord, je remarque que le président de la République, à chaque fois qu'il perd une élection, il file à Berlin pour aller se justifier auprès de Mme Merkel. C'est quand même pas très rassurant. Ça confirme ce que nous disons, à savoir qu'il est en fait un sous-préfet de l'Union européenne et il va donc chercher ses ordres ou se faire taper sur les doigts ou exprimer auprès de Mme Merkel le fait que malgré les résultats des élections, c'est très révélateur sur le plan du fonctionnement de la démocratie, malgré les résultats des élections, eh bien, il continuera la feuille de route que lui a donnée l'Union européenne et ce, de la manière la plus servile qui soit. Vous imaginez bien que moi qui suis attaché à la souveraineté de la France, ceci me déplaît absolument profondément. Rien d'étonnant à ce que Manuel Valls annonce qu'il va continuer sur la même voie. Il l'avait dit avant même le résultat. Bon, donc les Français ont le sentiment que ce sont des élections pour rien, puisque quoi qu'ils disent, quoi qu'ils expriment par leur vote, eh bien le gouvernement continue de manière rectiligne à envoyer la France dans le mur, puisque c'est la politique d'austérité. Nous avions annoncé au Front National qu'après Macron 1, il y aurait Macron 2, puis après il y aura Macron 3. Eh bien, vous voyez, Macron 2 pointe le bout de son nez. Mais vous ne souhaitez pas au moins que Manuel Valls dise vrai quand il dit que la reprise est là, qu'il y a des signes positifs? Mais écoutez, ça fait 2 ans et demi qu'on nous raconte cette faribole, c'est-à-dire ça va arrêter. Et encore, je suis gentil parce que Nicolas Sarkozy nous faisait la même chose avec Madame Lagarde. Vous vous souvenez pas, Madame Lagarde, tous les 6 mois, elle arrivait en disant « la crise est derrière nous ». Tous les 6 mois. Et tous les 6 mois, la crise s'aggravait. Et elle revenait imperturbablement pour dire la crise est derrière nous. Mais je veux dire, pendant combien d'années ils vont nous prendre comme ça pour des enfants? Évidemment que la crise est là, le chômage est massif, il continue d'augmenter et il n'y a absolument aucun signe de reprise. Les petits frétillements d'ailleurs qui existent ne sont pas liés à la politique du gouvernement. Permettez-moi. La France peut en profiter. Non mais d'accord, bon, ok, très bien, mais ça n'a aucune relation avec la politique mise en œuvre par le gouvernement. Alors justement, la politique. C'est lié à la baisse du niveau de l'euro. Tiens, je remarque que la baisse du niveau de l'euro, tout le monde s'en félicite quand c'est pas Marine Le Pen qui la propose, mais c'est pas grave. Bon. Manuel Valls a répété aujourd'hui qu'il l'avait réclamé également. Ah d'accord, donc quand moi je demandais une dévaluation, c'était épouvantable, ça allait être le chaos, mais quand eux ils demandent une dévaluation, eh bien c'est merveilleux, ça apporte des points positifs. Non mais je le note. Bon, c'est lié à la politique de planche à billets de l'Union européenne, dont je rappelle que quand je proposais pour la France de la création monétaire, on m'expliquait que ça allait être aussi le chaos, oui, mais qu'au niveau européen, ça ne crée pas le chaos. Il y a des choses qui vont dans le bon sens alors au niveau européen, Marine Le Pen. Non, je vais vous expliquer pourquoi, mais non, ça n'est pas la politique qu'il faut mener, car la réalité c'est que cette planche à billets, elle sert en réalité à renflouer les banques et non pas à aider à relancer l'économie réelle. Et puis troisièmement, la baisse du pétrole, la baisse du prix du pétrole. Donc tout cela n'a strictement rien à voir avec une action positive de la part du gouvernement et par conséquent, il n'y a qu'à, hélas, s'attendre à une aggravation de l'austérité qui, elle, en revanche, continue sur une belle lancée. Alors, néanmoins, donc Manuel Valls propose d'amplifier certaines réformes. Vous l'avez entendu, il mise par exemple sur des plans d'investissement massifs, d'ordre privé, d'ordre public également, il l'a annoncé. Oui, mais d'ordre privé, ça ne dépend pas de lui, si vous voulez. Il fait les promesses en disant « je vous promets qu'avec le portefeuille de l'autre, je vais vous donner de l'argent ». Mais ils n'en savent rien. C'est exactement l'opération qui a été menée par l'Union européenne en disant « nous, on va mettre quelques milliards et vous allez voir, le privé va se précipiter pour investir ». Bah, attendons de voir quand même. Permettez-moi de ne pas les croire sur parole, car je ne suis pas sûr que les investisseurs privés aujourd'hui, ils aient très envie d'investir massivement
progressivement, compte tenu du fait que eux, ils sont quand même conscients que précisément la crise n'est pas finie. Il s'agit de les inciter, notamment sur le plan fiscal. On verra le détail des mesures lorsqu'elles seront exposées. Marine Le Pen, le Premier ministre, mise aussi sur des embauches facilitées dans les PME qui auraient alors la possibilité de licencier plus facilement. Que pensez-vous de cette deuxième piste de recherche en faveur de l'emploi? Non mais attendez, la facilité de licencier les gens, ça ne crée pas de l'emploi, hein, excusez-moi. Enfin, ou alors, il faut m'expliquer comment ça marche. Je veux dire, le fait de pouvoir licencier plus facilement, ça va créer de l'emploi. Les patrons de PME disent que ça nous permettra d'embaucher plus facilement si on peut se séparer des salariés en cas de difficultés économiques. C'est leur discours. Arrêtez. Jamais aucune loi n'a été faite pour les PME. Ça, c'est l'enrobage du paquet cadeau. La réalité, c'est que ces lois-là, elles sont faites pour les grands groupes. Et qu'est-ce que ça va être facile pour un grand groupe de dire « Ah bah vous voyez, ma filière, là, elle perd de l'argent, alors il faut que je licencie massivement, parce qu'entre-temps, il aura transféré ses bénéfices dans une autre filière, peut-être même dans un autre pays. » Vous le savez parfaitement. Donc ça, c'est fait pour les grands groupes, c'est pas fait pour les PME. Et encore une fois, on gère la pénurie. Mais où est-ce qu'on crée de l'emploi avec ces mesures-là? Il n'y a pas de création d'emploi, car pour créer de l'emploi, il faut radicalement changer le modèle économique. Et il faut tourner le dos à la politique d'austérité qui va s'accélérer, car c'est l'objectif de la loi Macron. Et nous sommes là d'ailleurs, dans cette loi-là, dans les annonces de M. Valls, exactement comme par hasard, dans ce que réclame l'Union européenne. C'est drôle, c'est exactement ce qu'ils ont réclamé à la Grèce aussi. Voyez. Donc, et on voit ce que ça a donné pour la Grèce. Car la situation de la Grèce... On en parlera plus tard, mais on voit surtout l'action du nouveau pouvoir qui n'est pas brillante. Ah bah voyons, ils sont là depuis 3 mois. C'est eux qui vont être responsables de la baisse de 25% des salaires. C'est eux qui vont être responsables des 60% de chômage chez les jeunes. Il faut quand même être un petit peu juste et honnête. La réalité, c'est que la situation de la Grèce aujourd'hui est exclusivement de la responsabilité de l'Union européenne. On en parlera, et de la Troïka qui ont imposé à ce pays une cure d'austérité massive qui a arrêté l'économie et précipité le peuple grec dans une souffrance inouïe. Alors, on reviendra sur la situation de la Grèce aujourd'hui, tout à l'heure, dans la dernière partie de l'émission avec Perrine Arnaud, si vous êtes d'accord. Un mot peut-être sur le plan social qui s'annonce aujourd'hui, en tous les cas la décision de justice, la liquidation du transporteur Maury Global avec 2150 salariés qui se retrouvent sur le carreau. Le gouvernement, les pouvoirs publics s'étaient portés au secours de l'actionnaire qui manifestement là a été défaillant. Que feriez-vous, vous, face à cette situation? Je les protégerais de la concurrence internationale déloyale. C'est ça qui les tue. D'accord? C'est ça qui tue les transporteurs. C'est la concurrence internationale déloyale. C'est se retrouver en concurrence avec des entreprises qui utilisent des conducteurs qui n'ont absolument pas les mêmes normes sociales, qui n'ont absolument pas les mêmes temps de travail. Et évidemment, confrontés à cela, eh bien, les entreprises de transport français ne peuvent pas lutter contre cette concurrence internationale. Vous savez que ce sont parfois ces entreprises françaises-là qui vont embaucher à l'étranger. Mais ils ne peuvent pas faire autrement, monsieur, car pour être compétitifs, on les force à faire cela. C'est exactement comme quand on a mis en place la directive détachement des travailleurs. Quand une entreprise d'un secteur utilise des travailleurs détachés, les autres entreprises sont obligées aussi de le faire, car sinon, eh bien, elles n'ont plus qu'à fermer boutique. Donc, le gouvernement, avec cette directive détachement des travailleurs, organise une préférence étrangère à l'emploi, puisque le travailleur étranger coûtant moins cher, c'est lui qui passe en premier, et de surcroît, il oblige en quelque sorte les entreprises qui voudraient faire du patriotisme économique à précisément aller embaucher à l'étranger. Je veux dire, on marche sur la tête, quoi. Manuel Valls se montre constant dans son combat contre vous, vous l'aurez entendu, contre le Front National. Au nom, il l'a répété devant l'Assemblée nationale, au nom des valeurs de la République, Marine Le Pen. Et il prévient, je continuerai. Il vous a donc identifié comme le péril numéro 1. On se demande si ça vous sert, finalement. C'est pas le fondamentalisme islamiste, le péril numéro 1, non? C'est pas le terrorisme? C'est pas parce que le Front National, lui, il a fait de mal à personne. Il est ni responsable. Il évoque les valeurs de la République. Il est ni responsable du terrorisme, ni responsable du chômage, ni responsable de l'insécurité, ni responsable de la dette, ni du déficit, etc., etc. Quelle valeur de la République? Alors il dit notamment que le pays est trop divisé, trop fracturé. Est-ce que vous êtes d'abord quelle valeur? D'accord avec ce constat? Parce que moi, je remarque une chose, si vous voulez, c'est que je vais sur des plateaux de télévision où je vois des journalistes répéter comme des perroquets ce que racontent les uns et les autres. Et d'ailleurs, c'est toujours la même chose. Et les valeurs de la République, les valeurs de la République. J'ai pas vu un journaliste leur poser la question. Lesquelles? Lesquelles précisément?
Monsieur Valls dit le Front National est anti-républicain. Précisément, pourquoi? Mais il a fait toute la campagne des départementales là-dessus. Non mais d'accord, mais personne, mais personne ne lui pose la question. Ça, ce sont des paroles verbales contre les valeurs de la République. Lesquelles? Moi, je tiens que le Front National est celui qui, précisément, non seulement respecte le plus les valeurs de la République, mais cherche à imposer à la classe politique le respect des valeurs de la République. Il le dit, il va continuer le combat sur ce thème-là. Oui, mais d'accord, mais parce qu'il n'a rien d'autre à dire, permettez-moi. Quand on ne peut pas défendre son propre bilan tellement il est mauvais, tellement il est nul, eh bien, il faut bien essayer de détourner l'attention. Alors, on détourne l'attention en luttant la vieille bonne méthode qu'on connaît depuis des décennies contre le Front National, qui est accusé de tous les maux, qui est paré de tous les défauts et qui, encore une fois, est accusé d'être un danger. Mais un danger pour qui? À part pour eux, à part pour cette classe politique qui a peur du grand remplacement, mais du grand remplacement de la classe politique, par le Front National. Ouais, d'accord. Vous ne parlez pas des immigrés, le grand remplacement. Non, je parle du grand remplacement de la classe politique par le Front National, représentant du peuple français. Alors, dans les critiques qui visent le Front National, il y a celle du célèbre couple Serge et Beat Klarsfeld, le célèbre avocat chasseur de nazis, qui annonce d'ailleurs qu'il quittera la France si vous êtes élu, et il vous voit porter un fascisme à la française. Alors, que leur répondez-vous? Je l'ai entendu dire que l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen serait la destruction de la mémoire de la Shoah. Non mais sérieusement. Non mais c'est délirant, quoi, je veux dire. C'est complètement délirant. C'est quoi? C'est ça l'axe d'attaque pour les quelques mois qui vont nous séparer de la présidentielle? C'est mettre une mèche et une moustache? Ça va être ça, l'axe d'attaque? Mais je veux dire, c'est en même temps pitoyable, dérisoire, grotesque et objectivement assez daté, il faut dire. Par rapport à par rapport à l'histoire de votre parti? Non, mais par rapport à 2002, on a déjà fait ça. Je veux dire, encore une fois, enfin, on va recommencer. Moi, je vous rappelle les propos de M. Jospin après 2002, qui avait dit, mais enfin, écoutez, il n'y a jamais eu de danger fasciste en France. Le Front National n'a jamais été un mouvement fasciste. Tout ça, c'est du théâtre, disait Lionel Jospin. Voilà, ancien Premier ministre. Tout ça, c'est du théâtre. Eh bien, ils continuent comme des mauvais acteurs à jouer. De Serge et de tous, Beat oui, mais je parle d'eux. Mais je parle de mais si je parle d'eux, je parle de l'UMP, je parle du Parti socialiste. Ce sont des vieux acteurs qui jouent, qui rejouent une pièce de théâtre qui n'a plus de spectateurs. Si on reste quelques secondes encore sur le couple de Serge et Beat Klarsfeld, qui ont pourchassé toute leur vie durant les anciens nazis et qui publient ces jours-ci leur mémoire. Il y a peut-être une incompréhension, mais vous avez envie peut-être d'exprimer votre admiration pour ce qu'ils ont fait dans leur vie ou pas? Pardon, je ne vais exprimer aucune admiration pour des gens qui m'accusent, moi, de vouloir détruire la mémoire de la Shoah. Mais je suis né en 68, moi, monsieur. Qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Je veux dire, qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Alors moi, je suis scandalisé par ce type de déclaration. Scandalisé. Voilà. Je trouve que c'est indigne. Indigne non seulement vis-à-vis de moi, ce qui serait somme toute pas très grave, indigne vis-à-vis des millions d'électeurs français qui votent pour le Front National, des 25% des électeurs français qui votent pour le Front National. On va revenir sur le calendrier électoral, si vous le voulez bien, après les départementales, les régionales et puis bien sûr la présidentielle. Vous n'avez pas décroché d'exécutif dimanche dernier, mais vos élus, même en nombre limité, vous donnent évidemment plus d'ancrage territorial. C'était l'un de vos objectifs, comme le montre l'enquête de Marie Brémaud, avant d'accueillir notre confrère de l'AFP, Guillaume Daudin. Aucun doute, avec ces élections départementales, le Front National confirme son implantation locale en phase ascendante depuis le milieu du quinquennat Sarkozy. Il a été capable de présenter des candidats dans quasiment l'intégralité des cantons. Et ensuite, parce qu'au premier tour, il a reçu plus de 25% des suffrages, alors que la plus grande partie de ces candidats étaient nouveaux et inconnus des électeurs. Et dans toutes les villes qu'il dirige, le FN progresse par rapport au premier tour des élections municipales de 2014. À Fréjus et au Pontet, deux villes tombées dans l'escarcelle du Front National il y a un an, les binômes FN ont même été élus dès le premier tour. Et si au final le Front National ne remporte que 31 cantons, le parti compte désormais 62 conseillers départementaux au lieu d'un seul, en plus des 1600 conseillers municipaux et des 118 conseillers régionaux actuels. Ce dernier chiffre pourrait bien fortement grossir lors des futures élections régionales de décembre prochain, avec un mode de scrutin
plus favorable au FN. Et on se rend compte qu'à la fois en Nord-Pas-de-Calais-Picardie et en PACA, le Front National pourrait obtenir jusqu'à 35% des suffrages, ce qui le mettrait en position de diriger ces deux régions. En effet, il suffit d'avoir 33% dans un contexte de triangulaire au second tour pour diriger l'une et l'autre de ces régions. D'autres conquêtes locales éventuelles en perspective qui confirment la volonté du parti d'amplifier son maillage territorial. Et si on est bien loin des baronnies locales qui existent dans d'autres partis, l'enracinement apparaît nécessaire. Mais c'est aussi et surtout de professionnaliser l'appareil partisan du Front National. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez avoir des gens qui sont des permanents dans le parti, qui travaillent pour le parti, etc., compte tenu des budgets des partis politiques français, vous ne pouvez pas payer beaucoup de permanents avec le financement public de la vie électorale. Donc, par quoi ça passe la construction d'un appareil partisan? Ça passe par les postes d'élus et les collaborateurs qui vont avec. Des élus locaux, un enjeu financier donc et surtout des relais, une vitrine pour la grande conquête du FN et de sa présidente, l'élection présidentielle de 2017. Voilà, Guillaume Dodin est avec nous. Bonsoir Guillaume, notre confrère de l'AFP, spécialiste du Front National. Êtes-vous même? Oui, ces questions... Bonsoir Michel. Il y a un nombre de spécialistes du Front National. Oui, nous, on lutte contre le chômage. Parce que je peux vous dire qu'avec le boulot qu'on a filé aux spécialistes de l'extrême droite ou du Front National, là, il y a des emplois qui sont remplis. Vous avez publié ce matin la charte du FN pour des alliances au second tour. Oui. Donc vous reprenez assez largement votre programme et vous proposez à des élus dans les départements de la signer en échange des voix du FN pour la présidence des départements. Est-ce que ça peut marcher? Dans quel département? Dans le Gard, dans le Vaucluse, dans l'Aisne? C'est-à-dire, c'est proposé évidemment dans des départements où il n'y a pas de majorité. Bien sûr. Et où l'apport des voix des élus Front National peut faire basculer la majorité d'un côté ou de l'autre. Mais nous faisons cela sans contrepartie, que les choses soient claires. Nous ne sommes pas là dans les manœuvres d'appareil, tu me donnes une vice-présidence et je vote pour toi. Nous sommes là pour faire respecter la volonté de nos électeurs. Nos électeurs, ils ont voté pour que nous défendions un programme. Nous disons à ceux qui éventuellement seraient intéressés par un soutien, nous voulons bien vous soutenir, mais la contrepartie, ce n'est pas des postes ni des places, c'est que vous mettiez en œuvre l'engagement de ne pas augmenter les impôts, l'engagement de lutter contre le communautarisme, l'engagement d'interdire le voile dans les crèches, etc., etc. Mais Nicolas Sarkozy a déjà prévenu que toute alliance avec le FN vaudrait exclusion, donc ça paraît assez... Très bien, alors donc dans le Gard, l'UMP, par exemple, va offrir le département à la gauche. Vous pensez qu'il aurait été normal que l'UMP gouverne avec le FN dans le Gard? Non, mais dans ces cas-là, il ne faut pas dire partout sur tous les plateaux, oui, le FNPS, et voter Front National, c'est voter PS. Non, là, pour le coup, voter UMP, c'est voter PS. Mais tant mieux, ça. Moi, tout ce qui contribue, si vous voulez, à clarifier la réalité de ce qu'est l'UMPS, va plutôt dans le bon sens, parce que je sais qu'il y a encore des électeurs qui pensent que l'UMP fait et défend un projet différent de celui du Parti Socialiste. Tout événement qui vient leur expliquer la réalité, à savoir que non, ils mènent exactement le même programme et qu'après tout, que ce soit les uns ou les autres, ça les dérange pas trop. Mais dans les départements, il vous paraîtrait plus normal que les élus FN gouvernent avec des élus de droite? Non, mais moi, si les socialistes viennent me dire qu'ils refusent d'augmenter les impôts, qu'ils refusent le communautarisme, qu'ils refusent le voile dans la crèche, qu'ils vont lutter pour défendre les services publics de proximité, etc., etc., eh bien, écoutez, nous réfléchirons à leurs propositions. Le tout, c'est qu'ils s'engagent, encore une fois, sur les éléments essentiels de notre projet. D'accord. Vous vous réunissez au premier tour des départementales, 25% des voix. C'est le meilleur score de l'histoire du FN. Vous êtes en tête dans 43 départements. Et au final, vous avez 1,5% des élus. Vous remportez 1,5% des cantons. C'est la démocratie française. Mais est-ce que ce n'est pas un peu un échec, justement, de la manière dont le Front National se positionne dans la vie politique française? Ah bon, c'est un échec. Donc en fait, on a gagné. Non, les 1,5% des élus, au final. Est-ce que ce n'est pas un peu un échec? C'est l'échec de la démocratie. C'est l'échec de la démocratie qui fait que 25% des électeurs français ne sont pas représentés dans des proportions qui soient dignes, à défaut d'être égalitaires, si vous voulez. C'est un vrai problème, c'est un vrai souci, ça fait des décennies que ça dure, et c'est ce qui contribue à créer ce gouffre entre le peuple français et ses représentants, tout simplement parce que les représentants n'en sont pas. Vous le dites vous-même, ça fait des décennies que ça dure. Donc à un moment donné, est-ce que la stratégie du FN ne devrait pas être de faire des alliances pour pouvoir, plutôt que en plus d'avoir des bons scores, en plus gouverner et donc accéder à des positions de pouvoir? Non mais d'abord, monsieur, pardon.
nous avons quand même gagné des villes. Bien sûr. Bon, dans ces villes, d'ailleurs, les résultats ont été un véritable plébiscite. Bon, puisque dans les premiers tours des élections départementales, les scores, et même dans les deuxièmes d'ailleurs, dans le deuxième, les scores qui ont été effectués dans les villes Front National démontrent que la population est extrêmement satisfaite de la gestion des villes. Donc nous avons gagné des villes. Bon, nous avons gagné des cantons. Nous avons 62 élus. On l'a rappelé là, oui. Nous en avions un. Bon, on est passé de 1 à 62. C'est quand même 62 sur 4100, c'est ah pas... bah oui, 62 sur 4100, je suis bien d'accord avec vous. Et je vous enjoins d'ailleurs peut-être à regarder les résultats dans certains départements. Le Front National fait 40%, parfois 15 points devant ses adversaires. Il a 0 élu. Donc, et les autres en ont 12 ou 14 cantons. Alors c'est profondément scandaleux. C'est le problème du Front National. Non mais justement. écoutez, moi je ne vais pas me vendre pour un plat de lentilles. Je ne vais sûrement pas m'allier avec des gens qui mènent une politique radicalement différente de celle que je veux voir mener. À ce moment-là, je ne sers à rien. Je veux dire, il y a toute une série de gens à l'UMP et au PS qui passent leur vie à appeler à voter les uns pour les autres, à se désister les uns pour les autres. C'est déjà, il y a déjà un parti unique de ce côté-là. Bon, moi je suis là pour proposer une alternative. Et vous avez d'autres élections qui s'annoncent avec un mode de scrutin qui vous est plus favorable. Les régionales, vous avez parlé de pouvoir gagner dans 4 ou 5 régions. Donc il y a le Nord-Pas-de-Calais-Picardie où là vous allez peut-être, où vous avez fait des très bons scores. Je crois que c'est de l'ordre de 34%. Il y a la PACA, vous avez fait 33%. Donc ça va être, c'est les départements les plus accessibles. Vous avez fait les calculs? Oui. Bah, si vous voulez, le mode de scrutin des régionales est un mode de scrutin radicalement différent de celui des départementales. C'est celui qui arrive en tête au second tour qui gagne la région. Voilà, c'est aussi simple que cela. Donc, nous allons probablement, évidemment, nous retrouver en triangulaire. Donc, il n'y a pas 50 possibilités pour l'UMPS. Soit il se retire, l'un se retire au bénéfice de l'autre et il disparaît totalement de la région pendant 6 ans. Soit il fusionne les listes UMPS, hein, c'est ce que M. Le Serre de l'UMP a proposé d'ores et déjà dans le Nord. Il a proposé de présenter une liste commune UMPS et il dit d'ailleurs que Mme Aubry serait d'accord. Bon, donc vous voyez que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Soit ils appellent, un est éliminé et ils appellent à voter, ou soit ils se maintiennent. Voilà. Bon, vous voyez, il n'y a que 3 possibilités. Nous pouvons gagner, bien sûr nous pouvons gagner. Et parce que nous sommes, dans beaucoup de départements, les plus forts. Mais vous avez été jusqu'à dire que même dans Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, la victoire était accessible. Parce qu'il faut arriver en tête. Or, nous sommes arrivés en tête. Le bloc de gauche, on est d'accord qu'ils ne vont pas forcément s'unir parfaitement, mais le bloc de gauche, par exemple, dans cette région, fait presque 20 points de plus que le FN. Eh bien, nous verrons. Nous verrons. Et pour les départementales, vous ne faisiez aucun pronostic. Là-dessus, on est d'accord. Vous en faites pour les régionales. Comment expliquez-vous cela? Parce que précisément, je pense que le mode de scrutin des départementales est un mode de scrutin scélérat, puisqu'il prive 25% des électeurs français d'une représentation légitime, et que je sais parfaitement qu'au dernier moment, l'UMP et le PS se mettent ensemble, appellent à voter les uns pour les autres, se désistent au bénéfice des uns ou au bénéfice des autres, et que donc il est imprévisible, il est très difficile de prévoir, si vous voulez, le nombre de cantons qui peuvent être gagnés. Ce qui est prévisible, c'est que l'UMPS est de plus en plus fusionné entre eux et que, après tout, il ferait bien de faire un parti unique et puis comme ça, au moins, ce serait plus... Et dire que des régions sont gagnables, vous pensez que ça mobilise particulièrement vos électeurs? Ça les incite à aller... Non, mais je dis la vérité, voilà, je dis la réalité de ce qui est. Ces régions sont gagnables. Si je regarde les élections européennes et si je regarde les élections départementales, étant entendu que les réflexes de vote sont, à mon avis, plus proches des européennes dans des régionales que des départementales, parce qu'il y a beaucoup moins, quand même, d'aspect local dans des régionales, surtout dans des grandes régions fusionnées, oui, nous pouvons gagner un certain nombre de régions. Vous n'arrêtez pas de parler de l'UMPS, mais Nicolas Sarkozy a été très ferme sur la doctrine du nini. C'est une plaisanterie. Non, non. Ah bah alors, alors il faut qu'il quitte la tête de l'UMP, parce que personne ne l'a écouté. Parce que dans la Drôme, parce que dans le Nord-Pas-de-Calais, parce que dans la Meuse, parce qu'en Moselle, parce que à Nîmes, tous les UMP ont appelé à voter PS. Et ils se sont même désistés pour permettre l'élection de socialistes et même parfois de communistes, comme ça a été le cas à Perpignan. Les UMP appelant à voter communiste. Alors arrêtons le cinéma. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas bien dans une interview à paraître à Causeur. Vous dites que l'UMPS n'existe pas pour la présidentielle. Alors ça existe à certaines élections et à d'autres... Non, parce que la présidentielle est une élection tout à fait particulière où les étiquettes des partis politiques ne rentrent pas en ligne de compte, où c'est la personnalité des candidats qui est importante. C'est la rencontre entre un homme
où une femme est le peuple, directement. Et donc je pense que, d'ailleurs vous imaginez bien, on peut l'imaginer entre nous, que des reports de voix, par exemple du Parti Socialiste, ne seraient pas les mêmes sur Nicolas Sarkozy ou sur Alain Juppé. Ils en jouent d'ailleurs l'un et l'autre. Donc on voit bien que cette UMPS fonctionne évidemment moins bien. Ça ne veut pas dire que le Parti Socialiste éjecté du second tour n'appellerait pas à voter UMP et vice-versa. Hein. C'est exactement probablement ce qui se passera. Mais bien sûr, parce qu'en fait, ils ne survivent qu'en s'entraidant. François Hollande appelant à voter Nicolas Sarkozy. Mais bien sûr, parce qu'ils n'existent qu'en s'entraidant l'un l'autre. En réalité, si l'un disparaît, l'autre disparaît aussi. Florian Philippot avait raison de dire, ce sont les inséparables. Je veux dire, quand l'un meurt, l'autre meurt aussi. Et donc, ces réflexes-là leur permettent de se maintenir au pouvoir depuis des années sans respecter la volonté du peuple. De l'un ou de l'autre, lequel préféreriez-vous avoir comme adversaire du second tour, si vous y parvenez? Mais j'ai pas de préférence, je vais vous dire, j'aurais pas une ligne à changer de mon argumentaire contre l'un ou contre l'autre. Ils ont mené la même politique. Un serait peut-être un moins grand danger. Ils ont mené la même politique. Moi, je fais de la politique. Ils ont mis les mêmes chiffres de l'immigration, les mêmes délires du laxisme en matière judiciaire, la même politique économique, la même austérité. Plus dangereux que pour vous. Ça a l'air plus simple en général pour le Front National face à un candidat de gauche, par exemple, que face à un candidat de droite. Par exemple. Non, mais de toute façon, on parle de rien, là. On parle pour ne rien dire. C'est pas nous qui décidons, c'est le peuple français qui décide. Donc, laissons la primaire UMPS se dérouler. De la primaire UMPS sortira le candidat de l'UMPS, le candidat du système, qui arrivera au second tour. Vous êtes sûr d'être au second tour? Contre moi. Vous êtes sûr d'être au second tour? Oh, sûr, on n'est jamais sûr de rien. Je veux dire, je peux sortir demain de votre studio, il peut m'arriver n'importe quoi. Ah, écoutez, même pendant l'émission, il reste encore 20 minutes. Bon, en tout cas, vous l'affirmez, votre objectif, c'est l'Élysée. Et pour parvenir à l'Élysée, il faut 50% plus une voix. Oui. Quelle est la stratégie que vous allez développer pour ça, sachant que toutes les élections le montrent, vous progressez, mais au deuxième tour, scrutin majoritaire à 2 tours, c'est quand même compliqué, toujours pour le Front National, de se faire élire. Bon, enfin, c'est compliqué, mais enfin, il y a des augmentations spectaculaires entre les 2 tours. Bien sûr, mais là, il y a des augmentations depuis 2012, personne ne le conteste, mais départemental, 1100 second tour, 30 élections, donc il y a encore, pour que ça se généralise au niveau de la France. Oui, d'accord, 30 élections, mais vous avez vous-même fait le calcul, plus de 90 cantons, ou 99, je crois, cantons qui étaient entre 45 et 50, dont 22 qui étaient entre 48 et 50. Bon, donc voilà, non, mais ça, je pense qu'il faut arrêter de vouloir absolument intégrer des mathématiques dans la politique. La politique, c'est autre chose que des mathématiques. Voilà, c'est un lien charnel. Eh bien, Manuel Valls dit la même chose, car il dit qu'il a conservé le lien avec les Français. C'est un lien charnel avec... Non, Manuel Valls, il fait une politique déplorable, et les Français sont conscients que ce soit lui ou un autre, ce sera la même politique déplorable, car ils ont compris précisément que ce n'est pas le gouvernement qui décide, que c'est Mme Merkel qui décide. Voilà ce qu'ils ont compris, les Français. Et donc c'est un lien charnel entre le candidat, celui qui aspire à représenter le peuple français et le peuple français. Voilà. Et donc, il n'y a pas de logique mathématique qui rentre en ligne de compte, d'autant que les dangers qui pèsent sur notre pays sont de plus en plus importants. Et ils vont continuer à s'aggraver, soit économiques et sociaux du fait de la politique imposée par l'Union européenne, soit sur le plan de l'immigration, car ce sujet est évacué, et volontairement, semble-t-il, évacué du débat, et pourtant il est essentiel. Ce sont des centaines de milliers de personnes qui cherchent aujourd'hui à rejoindre l'Union européenne, qui est une véritable passoire. La déstabilisation de la Tunisie, qui est la conséquence des erreurs politiques que Nicolas Sarkozy a commis en Libye, tout cela, évidemment, va continuer à faire peser sur le pays un poids qui va devenir au fur et à mesure insupportable. Dernière information sur le 3e tour des départementales. Dans le Vaucluse, la gauche ne va pas présenter de candidat à l'exécutif. Ça vous donnera pas l'occasion de voter pour la gauche, alors. C'est merveilleux. Ben voilà, tiens, l'UMPS, regardez comme ils sont beaux. Regardez, pour permettre l'élection de l'UMP, le Parti Socialiste ne va pas présenter de candidat. Il y aura peut-être une contrepartie dans un autre département, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas, mais peut-être que ce que j'en pense, c'est que peut-être vous auriez pu vous créer un peu du trouble supplémentaire en votant pour le candidat socialiste, par exemple, contre la gauche. Nous avons un candidat, nous.
Nous avons un candidat, nous présentons un candidat à la présidence du département. Mais j'attends de voir quelle sera la contrepartie de ce retrait du Parti socialiste au bénéfice de l'UMP. Il y a de nombreux pays, de nombreux systèmes politiques où les partis font entre des alliances. C'est pas le diable que de faire des alliances entre partis politiques. Entre partis qui sont adversaires. Bah, ils peuvent être adversaires et se retrouver sur certaines politiques. Ah oui, non, mais là, ils se retrouvent avant l'élection, là, quand même. Alors, Donc, on revient. moi, des adversaires qui se retrouvent ensemble avant l'élection. Après l'élection, Non, mais avant l'élection, ils se retrouvent. Voilà, l'UMPS, ils se retrouvent avant l'élection. Donc il n'y a quand même pas beaucoup de systèmes politiques où les adversaires se retrouvent avant l'élection. Sauf en France. Pour une raison simple, c'est qu'en réalité, cette opposition, M. Dodin, est factice. Voilà. Elle est là pour amuser la galerie. Mais il n'y a plus de différence entre la gauche et la droite depuis bien longtemps. Et vous changeriez les étiquettes des gens qui ont été élus, vous n'y verriez que du feu. Merci Guillaume. Perrine Tarnaud de Public Sénat arrive maintenant. Marine Le Pen, nous allons évoquer votre programme, donc différent, totalement différent de vos adversaires, l'UMP et le PS, avec vos solutions miracles qui nous mèneraient selon... Ne soyez pas méprisants. Soyez pas méprisants. Vos solutions miracles, il n'y a pas de miracle. Vos solutions, pas de miracle. J'allais dire, j'allais faire un mot, des solutions miracles qui s'apparentent à un cauchemar pour certains économistes et vos adversaires. Alors, êtes-vous sûr d'abord d'avoir choisi le bon positionnement politique? D'ailleurs, la question est relancée. Ah bon, parce qu'on choisit un positionnement politique, on ne défend pas ses convictions. La question est relancée, on va le voir. Vous fréquentez trop souvent l'UMPS, vous. La question est relancée après le second tour départemental. Vous allez voir, on va en parler avec Perrine dans un instant. D'abord, la présentation de vos mesures. Ah, j'attends avec impatience la caricature. Avec Sandra Cerquera, et vous allez voir, il y a des personnes, vos conseillers économiques du FN, qui parlent dans le sujet. D'accord. Marine Le Pen a un objectif, le pouvoir. Et pour l'atteindre, elle met en avant depuis 2012 l'économie et le social pour tenter de gagner en crédibilité. Au cœur de son programme, la sortie de l'euro. Le conseiller économique de Marine Le Pen l'assure, d'évaluer notre monnaie permettra de retrouver la compétitivité. Si on baisse de 25% notre monnaie vis-à-vis de l'Allemagne, immédiatement toutes les Peugeot et Renault vont se vendre comme des petits pains en Europe, puisqu'elles seront 25% moins chères comparativement que Volkswagen. Pour beaucoup d'experts, Marine Le Pen promet la lune. Passer au nouveau franc ne ferait qu'ajouter des difficultés à une économie française déjà morose. Une situation explosive au niveau de l'endettement, une méfiance très importante à l'égard de la dette française, une augmentation des taux d'intérêt internationaux avec lesquels on peut refinancer notre dette. Donc là, effectivement, ce sont des engagements qui sont très très lourds et intenables. Autre mesure économique du Front National, augmenter les salaires. Un coup de pouce de 200 € net à tous les salariés touchant moins de 1 500 €. C'est pas qu'on va augmenter le SMIC, c'est qu'il va augmenter parce qu'on va baisser les cotisations payées par les salariés, les cotisations salariales. Alors ça coûte quelques milliards, mais ça sera compensé par justement une taxe de 3% sur les produits importés. Cet économiste dénonce une mesure démagogique qui coûterait 20 milliards d'euros et plomberait la compétitivité des entreprises. Donc je crois qu'il y a une forme de paradoxe, d'un côté de dire je veux défendre le pouvoir d'achat des salariés, j'augmente le salaire et au même moment je les taxe en dévaluant et en mettant en place des droits de douane. Mais je crois que le programme du Front National est rempli en réalité de contradictions. Des contradictions qui pourraient nuire à la crédibilité du programme et détourner du FN une partie de son électorat, comme les artisans et les petits entrepreneurs effrayés par un protectionnisme à outrance. Voilà, Perrine Tarnaud est avec nous. Bonsoir Perrine. Bonsoir Michel. Alors nous allons rebondir sur ce sujet qui a fait bouillir Marine Le Pen pendant sa diffusion. Non, mais écoutez, Est-ce que Marine Le Pen, votre programme économique ne déroute pas des électeurs potentiels qui doutent de sa faisabilité? Non, ce qui déroute, c'est les mensonges que leur déversent ces pseudo-experts qui sont en réalité des fumistes. Je vous le dis gentiment, mais clairement. Voilà quelqu'un qui vient dire que la proposition que nous faisons de faire prendre en charge par l'État 200 € de la part salariale des cotisations sociales plomberait la compétitivité des entreprises. Et par quel bout? Parce que ça plombe leur compte. Hein, pourquoi? Supplémentaire, oui. salaire supplémentaire. Pris par l'État. Pris par l'État, ça coûte très cher. Oui, c'est ça. Donc ça coûte 20 milliards. Et les 20 milliards, ils sont financés par une contribution sociale à l'importation. À terme, avoir peur, si vous voulez, de se retrouver avec des salaires trop élevés. Est-ce que l'État va pouvoir, pendant X années, ça va être horrible, ils vont avoir peur de voir leur smicard avoir 200 € de plus qu'elles n'auront pas payé.
et qui ne non, mais si l'État n'a pas les moyens, si vous voulez, d'offrir ces 200 € net par mois à chaque salarié pendant plusieurs années. On va s'arrêter là tout de suite. De quoi vous me parlez là? L'État n'a pas les moyens de quoi? Je vous dis que cette mesure est financée. D'accord. Bon, pendant combien d'années? Tous les ans, elle est financée par une contribution sociale à l'importation de 3%. Vous voyez, je vais vous dire, je vais commencer par dénoncer de la manière la plus ferme et la plus officielle, la manière dont nous sommes traités sur les plateaux de télévision et par ce genre d'experts. On raconte n'importe quoi. Voilà, n'importe quoi aux Français. On caricature le programme du Front National, on ne sait même pas de quoi on parle, car on ne l'a en général même pas lu. Ce monsieur-là, il ne l'a même pas lu. Lui, il croit qu'on va augmenter de 200 € le SMIC, ce qui évidemment est une mauvaise mesure, car ça entraînerait une prise en charge par les entreprises qui n'en peuvent plus, d'une charge qui serait insupportable pour elles. Vous voyez, la mauvaise foi, alors c'est ou de la mauvaise foi ou de l'incompétence. Il n'y a pas 50 possibilités. Il met en doute le financement, l'allègement du financement. Vous venez de me dire, c'est financé pour combien de temps? Donc vous n'avez pas lu. Vous n'avez pas lu que nous voulons mettre en place une contribution sociale à l'importation de 3% sur les produits importés, qui donc évidemment arrivent tous les ans. Parce que figurez-vous qu'il y a des produits importés qui arrivent tous les ans. C'est sur le pouvoir d'achat du coup. De manière dérisoire. Non, mais ça augmente les prix, ça. De manière dérisoire, monsieur. Par rapport aux 200 € que vont pouvoir obtenir les salaires les plus faibles, de manière dérisoire. Oui. Voilà. Bon. Toujours est-il qu'il y a peut-être un électorat de droite qui est un petit peu dérouté par votre programme économique et qui ne vous suit pas, notamment sur la partie très étatiste, interventionniste. Mais vous prenez un État fort, des nationalisations, par exemple. Non mais madame, c'est pareil. Bon, là aussi, on est dans la caricature la plus totale. On nous explique, Marine Le Pen est comme Mélenchon, elle veut nationaliser tout. Non, évidemment, ça n'a. Non, mais c'est ce que dit, par exemple, M. Gattaz, qui est censé être lui aussi un grand ponte, un grand patron. Il raconte n'importe quoi. Non, mais il s'inquiète du coup d'une nationalisation partielle des banques ou temporaire. C'est bien votre programme. N'importe quoi. D'ailleurs, je remarque que je lui ai lancé la proposition d'un débat, mais on préfère caricaturer mon programme. Il lui a proposé. Voilà, dans Challenge, plutôt que de venir débattre avec Marine Le Pen. Bon. On pourrait éventuellement être gêné, d'être obligé de montrer, soit qu'on ne maîtrise pas ce dont on parle, soit qu'on ne connaît absolument pas le programme du Front National. La nationalisation temporaire des banques, elle ne doit s'effectuer que si les banques sont en très grave difficulté. Mais dites-moi, ça n'est pas ce qu'a fait la Grande-Bretagne? Est-ce que la Grande-Bretagne est considérée comme un pays d'extrême gauche? Je ne le crois pas. C'est un pays libéral. Des banques, mais n'a pas nationalisé mais bien les sûr banques. que si, mais bien sûr que si, madame. Bien sûr que si. Elle a nationalisé les banques. Voilà. Et pourtant, c'est un pays libéral. Mais à un moment donné, quand on voit que des banques sont en train de tomber, mieux vaut les nationaliser de manière temporaire pour préserver, évidemment, l'intérêt des déposants, plutôt que de voir la situation échapper au contrôle de l'État stratège. L'État stratège, c'est du De Gaulle. Je veux dire, faut pas. Moi, je veux bien que ça effraie les gens de droite, mais moi, je crois que ce qui les effraie, c'est la caricature qu'on donne de notre programme, pas la réalité de notre programme. Donc, vous n'envisagez pas du tout de corriger votre approche économique ni votre projet économique? Mais non, parce que moi, j'ai des convictions. Je crois à ce que je défends, et donc je ne vais pas changer mes propositions au motif qu'un tel ou un tel serait inquiet. Non, ce que je vais faire, c'est une partie, comme le disait Perrine, peut-être des électeurs de droite. Laissez-moi terminer ma phrase. Ce que je vais donc faire, je vais faire de la pédagogie. Je vais venir dénoncer, merci de m'autoriser de le faire, encore une fois, les pseudo-experts, tous les fumistes qui viennent raconter n'importe quoi sur le programme du Front National, et ça prendra du temps, ça prendra le temps qu'il faut. Alors voilà, vous renforcez vos prises de position et vous comptez les marteler. Voilà. Sur la sortie de l'euro, regardez quand même un peu ce qui se passe en Grèce. Il y a une crainte de sortie de l'euro en Grèce qui fait que les clients des banques vident leurs comptes. 30 milliards d'euros se sont évaporés. Est-ce que ça voudrait dire qu'à contrario, l'euro rassure en tout cas les Grecs? Non, mais c'est pas la sortie de l'euro qui fait peur à ceux qui retirent leur argent. C'est la situation de la Grèce depuis des années maintenant. Oui, ça fait 5 ans. Non, mais là, le danger immédiat d'une sortie de l'euro, ça fait vider les comptes. Ça fait 5 ans que ça dure. Voilà. La sortie de la Grèce de l'euro n'entraînera pas la chute de l'euro.
La sortie de la France de l'euro entraînera la disparition de l'euro. La situation est radicalement différente. Mais ça aussi, c'est un argument que j'ai entendu dans la bouche, Même si notamment de on est M. les seuls à vouloir Gattaz. sortir de l'euro. Notamment de M. Gattaz. Même si on serait les seuls à sortir de l'euro, de la zone euro. Mais de toute façon, même si on était seul à sortir de la zone euro, il n'y aurait plus d'euro. Voilà, c'est comme ça, parce que la France est un pivot essentiel du fonctionnement de l'euro. Bon, alors l'autre fumiste, tout à l'heure, nous dit ça va exploser. Oui, les économistes. Les économistes, il faut voir. Hein. Enfin, ce sont des Souvent, professeurs, les économistes, ce sont ils des sont professeurs patentés, qui ont analysé votre programme. Patentés, mais en 2 mots, ou parce que souvent, ce sont surtout des employés de banque, car souvent, ce sont des consultants payés par des banques. Il est toujours intéressant de savoir qui parle et d'où il parle. Et moi, je m'attache à ça, et croyez-moi, on a des surprises. Alors, vous vouliez revenir sur quel point ? Il nous dit, ça va entraîner une explosion de l'endettement, la dévaluation, c'est ça qu'il dit. Oui, c'est ce que disent beaucoup d'économistes, D'accord. et pas lui seulement. Alors, très simplement, la dette a-t-elle explosé? Là, depuis 3 mois. On parle de la sortie de la zone euro. Non, c'est pas de ça. Il parle de la dévaluation. Est-ce que la dette a explosé depuis 3 mois? Oui, non, non. Voilà. Donc ça aussi, c'était un mensonge. L'euro a été dévalué de 25%. Que ce soit l'euro, le franc, ou vous l'appelez n'importe comment, la dévaluation de la monnaie... quand même la hausse des taux d'intérêt. Pas obligatoirement. La dévaluation de 25% de la monnaie n'a entraîné aucune explosion de la dette. Permettez-moi quand même un petit tacle à Nicolas Sarkozy, grand économiste devant l'éternel, lui aussi, qui nous avait expliqué qu'une dévaluation de la monnaie entraînerait le doublement ou le triplement de la dette, c'est-à-dire 4 000 milliards ou 6 000 milliards vous au doigt appelez mouillé. dévaluation, c'est qui est une modification du cours de l'euro. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est exactement pareil, excusez-moi. Ah bon, c'est quoi une dévaluation? Écoutez, on ne va pas faire un débat économique trop pointu, mais qui c'est nous quoi une dépasserait dévaluation, peut-être vous ou moi, je ne sais pas. Une baisse de la valeur de la Toujours monnaie, est-il que- donc c'est une Oui, dévaluation, ça d'accord. s'appelle. Mais si on dévalue un franc pour rembourser une dette en euros, c'est sûr que ça va nous coûter beaucoup plus cher. Non, parce que la dette ne restera pas en euros, cher monsieur, Oui. car il y a une règle fondamentale en économie qui est appliquée par tous les pays du monde, s'appelle la lex monetae. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un pays change de monnaie, la dette est libellée dans la nouvelle monnaie du pays. Donc si 1 euro égale 1 nouveau franc, eh bien la dette ne bougera pas, sauf sur 3% qui est contracté en contrat étranger. 3% de la dette, c'est quand même relativement Bon, allez, dérisoire. on sort de toutes ces querelles économiques peut-être. Oui, avec une enquête ouverte par le parquet de Paris sur des soupçons d'irrégularité dans l'emploi et la rémunération des assistants des eurodéputés du Front National, après un signalement du Parlement européen. Alors les soupçons portent sur les salaires versés à ces 20 assistants qui apparaissent dans l'organigramme aussi du Front National, ce qui laisse supposer qu'ils sont affectés à d'autres tâches alors qu'ils sont payés par le Parlement européen. Vous n'êtes donc pas en régularité avec les instances européennes? Je suis tout à fait en régularité. Nous sommes là confrontés, je le dénonce de la manière la plus claire qui soit, à une opération politique. Voilà, c'est une opération politique organisée par M. Schulz, embrayée par Mme Taubira, et nous n'avons strictement rien à nous reprocher. Vous imaginez bien... Donc ces assistants ne sont pas à la fois payés par le Parlement européen et ne travaillent pas pour le Front National? Mais ils ont des responsabilités, des fonctions politiques au Front National. Mais dites-moi, M. Delapierre, l'assistant parlementaire de M. Mélenchon, il n'a pas des fonctions politiques aussi? Est-ce qu'il n'y a pas dans tous les partis politiques des gens qui ont un travail et des fonctions politiques? Mais visiblement, le pilote d'Air France, par exemple, qui est conseiller au transport aérien, mettons, est-ce qu'on peut lui reprocher d'avoir un travail et une fonction de conseiller? Enfin, tout ça n'a aucun sens. Voilà, l'objectif, encore une fois, est un objectif politique. Et je suis très étonné, mais c'est la démonstration de l'opération politique, évidemment, que M. Schulz ait saisi le parquet. Pourquoi saisir le parquet alors que l'OLAF, l'organisation de lutte contre la fraude, a été saisie? Normalement, c'est l'OLAF qui fait son enquête et qui saisit le parquet s'il y a des irrégularités. La manière dont M. Schulz a squeezé l'OLAF en saisissant sa copine, Mme Taubira, démontre à l'évidence la manipulation politique dans ce dossier. Très bien. Une toute dernière question, il reste quelques secondes. Demain, la production de lait dans l'Union européenne va cesser d'être limitée. C'est la fin de 30 ans de quotas. Et là, on voit, apparemment, les producteurs français ne s'inquiètent pas trop. Ah bon, vous n'êtes pas allé les voir? Si, je les ai bien écoutés. Moi, je peux vous dire que je suis allé les voir. Ils n'ont pas peur des grands vents de la mondialisation. Manifestement, ils y trouvent des opportunités. Non, mais attendez, vous avez discuté avec qui, excusez-moi? Avec le patron de Lactalis? Non, mais attendez, avec le patron de Lactalis? On est fort de nos grandes sociétés agroalimentaires. C'est ça, et que tous les autres crèvent. Mais écoutez, arrêtez, on est au-devant d'une crise extrêmement grave du lait à cause de la fin des quotas. Il faut écouter les éleveurs, ils sont extrêmement inquiets par la fin des quotas, bien entendu. Bon, voilà, certains y voient quand même des opportunités. Oui, c'est ça, le patron de Lactalis, il voit sûrement une opportunité. Ouais. Voilà, merci. De rien, merci, c'était un plaisir. Perrine, merci à tous, bonsoir, à bientôt.